Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 2 octobre. Dialogue énergétique Algérie-Union européenne. L'Algérie, considérée comme un fournisseur fiable, entend réussir sa transition énergétique et organise un forum d'affaires Algérie-Union européenne dans les prochains jours à Alger. Nouveau rebondissement en Burkina Faso. Le président de la transition, Paul-Henri Damiba, démissionne. Le pays a toujours à sa tête un nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine, vit des heures décisives ce dimanche au premier tour d'une présidentielle extrêmement polarisée, avec le choc entre le favori de gauche Lula da Silva et le sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Et puis l'Indonésie endeuillée par l'une des pires tragédies survenues dans un stade du pays. Plus de 120 personnes périssent suite à un mouvement de foule dans des gradins lors d'un derby local sur l'île de Java. Bonsoir à tous. Et avant de développer ces titres, il y a Conseil des ministres en Algérie. La réunion de ce soir est consacrée au projet de loi de finances 2023, un projet de loi relatif à la répression de l'infraction et à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, ainsi qu'à des exposés relatifs au secteur de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des transports et des travaux publics. Je vous en parlais en titre, la coopération énergétique est plus que jamais au cœur du dialogue économique entre l'Union européenne et l'Algérie, le pays qui se distingue d'abord par sa propension à tenir ses engagements contractuels, mais également par son intérêt grandissant envers une transition énergétique réussie. Un constat en guise de plateforme pour le prochain forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie prévu les 10, 11 et 12 octobre prochains à Alger. Kherdim Batache. Le respect des engagements contractuels, règle d'or de la doctrine économique de l'Algérie. Un principe ayant permis à Alger et Bruxelles d'être liés depuis de longues années par un partenariat stratégique porté sur les fonds baptismaux par le secteur de l'énergie. Des liens appelés à se renforcer davantage à la lumière des nouveaux enjeux géostratégiques, dominés par l'impératif de réussir une transition énergétique sur les deux rives de la Méditerranée. L'Algérie et l'Union européenne, c'est avant tout une relation de troisième fournisseur en gaz à premier client. C'est donc l'ombre du renforcement de la coopération énergétique entre Alger et les 27 qui planera sur la 4e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne, suivi du second forum d'affaires bilatéral sur l'énergie. Au menu des discussions, promotion des investissements sous l'égide de la loi sur les hydrocarbures 1913 et les perspectives d'une vision de développement intégré touchant les segments du gaz naturel et de l'électricité, mais également ceux de l'hydrogène, des énergies renouvelables et la réduction de l'empreinte carbone. Mais la question à laquelle il faudra impérativement apporter une réponse, c'est celle qui concerne les mécanismes de mise en œuvre du dialogue bilatéral sur les énergies renouvelables et l'efficience énergétique. Une vision cristallisée par un programme commun intitulé Énergie propre. Car au-delà de l'accès qu'ont plusieurs compagnies énergétiques européennes à un marché d'excellence dans le segment oil and gas, l'Algérie nourrit l'ambition d'un partenariat qui prenne en considération les défis énergétiques de demain pour qu'un accès généralisé et équitable à l'énergie ne soit pas sacrifié sur l'autel de la géopolitique mondiale. Et en parlant de coopération, le représentant spécial pour le commerce et les affaires au département d'État américain, Delaware Sayed, sera prochainement en visite en Algérie. Il a révélé dans un tweet être ravi de visiter l'Algérie, qu'il a qualifié de partenaire de longue date des États-Unis. Il rencontrera lors de sa visite des chefs d'entreprise, des entrepreneurs numériques et des représentants du gouvernement algérien afin de discuter du renforcement de la coopération économique algéro-américaine.
Je vous en parlais en titre, situation préoccupante au Burkina Faso. Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a indiqué hier suivre de près la situation des membres de la communauté algérienne établis dans ce pays suite aux derniers développements, les invitant à rester dans leur lieu d'hébergement et à continuer à observer les consignes de sécurité et de prudence en évitant tout déplacement non indispensable. Et nous l'avons appris en toute dernière minute au Burkina Faso, où le président de la transition, Paul-Henri Damiba, vient d'accepter de démissionner. Le pays a toujours à sa tête un nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, la tension reste vive au lendemain de la prise de pouvoir par la force par les militaires. Tinhinan Makassi. La question de la présidence du Burkina Faso a été tranchée ce dimanche après-midi par la démission du colonel-lieutenant Paul-Henri Damiba. De facto, Ibrahim Traoré est le nouveau président de la transition du Faso. Après près de 3 jours de flou, laissant planer sur l'ensemble du pays la menace d'une escalade de violence entre les partisans de Traoré et de Damiba. La médiation portée par les autorités religieuses et les dignitaires communautaires a porté ses fruits, puisque Damiba a remis sa démission à la dite commission qui s'est engagée à trouver le consensus entre les deux hommes. Ce n'est pas sans condition que le désormais ex-président du Burkina Faso s'est retiré. Parmi ces exigences, la garantie de la sécurité et la non-poursuite des militaires engagés à ses côtés, la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que celle de ses collaborateurs, mais aussi le respect des engagements pris avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour un retour au pouvoir des civils d'ici 2 ans. Des conditions acceptées par le nouveau président du Burkina. Cela dit, la colère des manifestants réclamant le départ de la France du Burkina Faso ne semble pas s'atténuer. Selon plusieurs sources médiatiques, l'ambassade française à Ouagadougou a été la cible de ces derniers aujourd'hui dimanche encore. Et suite à cette prise de pouvoir par la force, des scènes de saccage ont eu lieu hier devant l'ambassade de France à Ouagadougou, des actes fermement condamnés par Paris. En effet, quelques dizaines de manifestants s'étaient rassemblés devant l'ambassade, mettant le feu à des barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur du bâtiment sur le toit duquel étaient positionnés des soldats français quand les gaz ont été tirés. Direction le Tchad à présent, qui a prolongé hier de 2 ans maximum sa période de transition vers des élections en maintenant à la tête de l'État le président du Conseil militaire de transition qui sera autorisé à briguer la présidence selon des mesures adoptées par un dialogue de réconciliation nationale. Les centaines de délégués ont adopté ces mesures par consensus, Mahamat Idriss Déby Itno devenant le président de transition. Dans l'actualité également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque de vendredi contre des soldats de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, qui a fait un mort parmi les casques bleus pakistanais. Guterres a appelé les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice. En prélude à la célébration ce 2 octobre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale de la Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a insisté sur les acquis de renouveau, de justice et de pardon obtenus depuis le 5 septembre 2021 avec la prise de pouvoir par l'armée guinéenne. Dans son discours à la nation, Mamadi Doumbouya a précisé qu'il avait ordonné au Premier ministre et au gouvernement de transition de surmonter tous les obstacles qui existent afin de conduire à leur terme les actions déjà engagées dans le cadre des réformes. Parlons à présent du soutien de l'Algérie à la lutte du peuple sahraoui qui outrepasse les océans. Une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui est attendue ce dimanche à New York pour pétitionner devant les membres de la 4e commission de l'ONU, la commission de la décolonisation, au sujet du conflit au Sahara occidental. Les délégués algériens devront plaider pour l'organisation immédiate du référendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui.
tel que le reconnaît le droit international et tel que l'a recommandé le Conseil de sécurité. Ils doivent aussi dénoncer l'entreprise colonialiste marocaine au Sahara occidental. Ces violations ont caractérisé et répété des droits de l'homme contre les civils sahraouis pacifiques. L'Algérie également très investie au sujet de la cause palestinienne. La mosquée d'Al-Aqsa a été une nouvelle fois envahie par des dizaines de colons sionistes. Une provocation de plus contre le peuple palestinien et contre la mosquée sainte. Les prochaines élections de la 25e Knesset ne semblent pas changer la donne puisque l'entité sioniste est déterminée à aller jusqu'au bout de sa politique répressive contre le peuple palestinien. Naïla Hamouda. Un mois avant les élections de la 25e Knesset, les violences répressives et les exactions contre le peuple palestinien ne connaissent pas de répit. La ville d'Al-Quds est la cible de provocations de plus en plus agressives. Des dizaines de colons ont une nouvelle fois pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa. Sous la protection de la police sioniste, ils y ont effectué des tours de provocation sur ces esplanades. Une énième provocation pour empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte, alors que les colons, sous la protection de la police de l'occupation, pratiquent librement leurs rituels talmudiques. La ville d'Al-Quds a été le théâtre d'une violente répression. Les forces sionistes ont tiré des bombes assourdissantes, de gaz lacrymogène et des balles réelles en direction des jeunes Palestiniens. Même constat à Naplouse, où des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par l'inhalation du gaz lacrymogène, tiré par les forces de l'occupation lors d'affrontements à l'est de la ville. Plusieurs maisons palestiniennes ont même été perquisitionnées. Ce carnage, cette escalade et ces provocations présentées comme une riposte aux attaques du peuple palestinien ne sont pas seulement des actes de surenchère à l'approche des élections de la 25e Knesset, mais un plan échafaudé depuis des décennies pour briser définitivement la résistance du peuple palestinien avec le mutisme de la communauté internationale. Les Palestiniens devenus une carte de vote à chaque rendez-vous électoral israélien. On reste dans la région où la question de la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et l'entité sioniste a été longuement évoquée par Hassan Nasrallah dans son discours prononcé hier en hommage à un grand religieux décédé depuis quelques jours. Sur les tractations indirectes en cours entre le Liban et l'entité sioniste, le numéro 1 du Hezbollah a souligné que les prochains jours seraient décisifs. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, et s'agissant de la région de Donetsk, l'Ukraine a affirmé par la voix de Volodymyr Zelensky avoir récupéré la ville de l'Est, Liman, quelques jours après la ratification par le Kremlin des accords d'adhésion des 4 régions ukrainiennes. Amin Touta. La contre-offensive ukrainienne sur l'Est du pays se poursuit. Selon Kiev, la ville de Liman, située dans une région sous contrôle russe, serait reprise par les troupes ukrainiennes. Après un retrait russe, pour le président Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une ville clé récupérée par Kiev. Dans la foulée, la défense russe a indiqué la destruction de 12 véhicules militaires avec des frappes de missiles sur des zones de brigades mécanisées ukrainiennes à Kharkiv, deuxième plus grande ville. Des développements sur le terrain qui surviennent quelques jours après la décision de Moscou d'intégrer les 4 régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Une décision à laquelle les Occidentaux se sont engagés à répondre avec un nouveau paquet de sanctions qui vise principalement l'industrie ainsi que la défense et la circulation des personnes. Les premiers ministres polonais et les 3 pays baltes, la Lituanie, la Lettonie ainsi que l'Estonie, ont convenu d'un accord pour restreindre l'entrée des ressortissants russes porteurs de visas européens sur leur territoire. Pour rappel, le bloc occidental a émis plusieurs sanctions dès le 24 février passé, date du début du conflit. Et concernant justement les référendums d'adhésion à la Russie, la Cour constitutionnelle russe a estimé que les traités d'adhésion récemment signés par Vladimir Poutine avec la République populaire du Donbass, celle de Lugansk, ainsi que les régions de Zaporizhzhia et de Kherson étaient légaux et conformes à la Constitution de la Fédération de Russie.
Les élections générales, cette fois en Bosnie-Herzégovine, ont lieu dans un climat de grande tension. Ce petit pays balkanique est miné par des divisions grandissantes, entraînant une situation de crise politique à l'ombre d'une instabilité galopante sur le vieux continent. Sofiane Baroudi. Les élections générales en Bosnie-Herzégovine se déroulent dans un climat chargé de tensions. La situation est qualifiée par certains observateurs de crise politique, menaçant d'embrasement ce pays balkanique à la lourde histoire. La Bosnie est divisée en vertu des accords de Dayton depuis 1995 en deux entités. L'une, serbe orthodoxe, la Republika Srpska, et l'autre, croato-musulmane. Les deux entités sont reliées par un pouvoir central fragilisé et le pays est encore traversé par de nombreuses sensibilités héritées de la guerre qui a ensanglanté le pays et fait plus de 100 000 morts dans les années 90. De multiples discordes ont marqué le fonctionnement institutionnel et régissent encore la vie politique entre les trois communautés. Le scrutin se déroule donc dans un contexte chargé de complications et la plupart des candidats à la présidence tripartite utilisent une rhétorique fortement teintée de chauvinisme. Bakir Izetbegović, à la tête du SDA, est le fils du premier président bosniaque après l'éclatement de la Yougoslavie. Izetbegović brigue un troisième mandat où il fait face à un candidat pro-européen, Denis Besirović, soutenu par une coalition d'opposition convoitant le fauteuil musulman à la présidence tripartite. Cette configuration est aussi marquée par un mécontentement ressenti et exprimé par les Croates catholiques, minoritaires au sein de l'entité commune, largement dominée par les musulmans bosniaques, démographiquement plus nombreux. À ce propos, le leader des Serbes orthodoxes de Bosnie, Milorad Dodik, qui développe un discours empli d'un référentiel sécessionniste, brigue cette fois-ci la présidence de la Republika Srpska. Toutefois, sa rivale, Jelena Trivić, promet de lutter contre ce qu'elle considère comme étant un régime kleptocratique instauré par Dodik. Ce dernier est réputé très proche de Moscou. La donne géopolitique a une lourde influence sur la vie institutionnelle sous le ciel de Sarajevo. Les Balkans sont connus pour être une clé stratégique de grande importance. À ce propos, cette échéance électorale se déroule dans une atmosphère d'escalade extrême des tensions sur le vieux continent, marquée notamment par la guerre en Ukraine, mais aussi par l'exacerbation en Méditerranée orientale, principalement entre Athènes et Ankara dernièrement. Je vous en parlais en titre, le Brésil, plus grand pays d'Amérique latine, vit des heures décisives ce dimanche au premier tour d'une présidentielle extrêmement polarisée, avec le choc entre le favori de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 76 ans, et le sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, âgé de 67 ans. Le choc au sommet entre les deux ennemis jurés a relégué les 9 autres candidats au rang de figurants. Souhila Akilal. Quelques 156 millions de Brésiliens ont rendez-vous ce dimanche aux urnes pour élire leur nouveau président pour les 4 prochaines années. 11 candidats sont en lice, mais seuls 2 d'entre eux sont en capacité de se qualifier pour le second tour. Il s'agit de Jair Bolsonaro, le président sortant ultra-conservateur, connu pour ses déclarations polémiques et violentes, ainsi que Luiz Inácio Lula da Silva, plus connu sous le nom de Lula. Président du Brésil de 2003 à 2010, l'homme de gauche du Parti des travailleurs est plébiscité par une partie de l'électorat pour avoir sorti une grande partie de la population de la pauvreté. Il avait été incarcéré pour corruption en 2018 avant d'être blanchi par la justice. Sauf surprise de dernière minute, Lula est le grand favori de cette élection. Je suis très heureux, très heureux. Je pense que si nous gagnons les élections ici, si nous gagnons les élections à Sao Paulo, je suis sûr qu'avec Alckmin Gerardo et avec le peuple brésilien, nous pourrons rendre ce pays heureux à nouveau. Quant à Jair Bolsonaro, malgré un bilan jugé catastrophique et de nombreuses attaques contre la démocratie, il bénéficie d'un soutien indéfectible d'une partie des évangélistes du pays, ralliés à sa politique ultra-conservatrice. Le président sortant a d'ailleurs laissé entendre qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite, ce qui inquiète les observateurs qui craignent un embrasement si tel est le cas. Les 2 hommes au projet politique radicalement opposé devraient se qualifier pour le second tour, d'après les enquêtes d'opinion. Lula est crédité d'environ 47% des intentions de vote et Jair Bolsonaro de 33%.
En restant en Amérique latine, le Nicaragua s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Le président Daniel Ortega défie le monde. L'ancien guerriero s'est attaqué frontalement aux diplomates occidentaux. Ces derniers jours, les autorités nicaraguayennes ont ainsi expulsé l'ambassadrice de l'Union européenne, rompu les relations diplomatiques avec les Pays-Bas et refusé l'entrée de l'ambassadeur des États-Unis. Je vous le disais en titre, l'Indonésie endeuillée par l'une des pires tragédies survenues dans un stade. 125 personnes, dont des policiers, ont trouvé la mort suite à un mouvement de foule dans des gradins lors d'un derby local sur l'île de Java. Des milliers de fans ont envahi le terrain, mécontents de la prestation de leurs joueurs. Karim Baziz. Le drame survient dans la soirée d'hier à Malang, l'est de l'île de Java. Une partie de ballon rond avec des supporters gonflés à bloc qui virent à la catastrophe. Tout prélude lorsque les fans locaux du Arema FC s'invitent sans crier gare sur le terrain du stade de Kanjuruhan, après avoir concédé une défaite contre les rivaux de Persebaya Surabaya. Une première en 20 ans que l'Arema FC laissait échapper les 3 points face à un derby. On s'attendait, comme à chaque confrontation, à une tension, mais cette fois-ci l'incident vire à l'émeute avec des forces de police débordées qui tentent, mais en vain, de dissuader les fans de regagner les gradins. La mort d'un policier dont la lumière reste à faire contraint la dissuasion par gaz lacrymogène. Conséquence de la panique, de nombreuses victimes piétinaient mortellement. Le président indonésien Joko Widodo a ordonné aujourd'hui une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité après cet incident. Il a demandé aussi à l'Association nationale du football de suspendre tous les matchs jusqu'à des améliorations de la sécurité. Le directeur d'un hôpital a indiqué sur une chaîne de télévision locale qu'une des victimes n'avait que 5 ans. Sur les 42 000 personnes que comptait le stade, 3 000 se seraient invitées subitement sur la pelouse. Avec un bilan revu à la baisse, 125 au lieu des 175 victimes annoncées au départ, reste tout de même loin de la tragédie de Lima de 1964 où un but annulé entre la sélection péruvienne qui lui aurait permis face à l'Argentine de se qualifier en Coupe du Monde a fait dégénérer la partie. Bilan 400 morts. L'île de Java où le spectacle désolant devant le stade témoignait ce matin des agitations de la veille, des véhicules calcinés dont un camion de police jonchait les rues. La police a fait état de 13 véhicules brûlés. Retour en Guinée dans ce journal où la sentence est tombée. Comme redouté depuis des semaines, la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la Guinée. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a invoqué le manque d'infrastructures nécessaires à l'organisation de l'événement. Un coup dur pour le pays. Nariman Zekar. Ce fut pendant plusieurs semaines un secret de polichinelle. Le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025 des Nations à la Guinée a enfin été révélé. Une annonce sans surprise pour les Guinéens. Le retrait de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée n'est pas une surprise parce que vu l'écart, le temps qu'on a, 2025 c'est proche et puis les infrastructures à réaliser, en fait notre pays ne peut pas réaliser ces infrastructures en ce petit temps. Patrice Motsepe, président de la CAF, avait personnellement fait le déplacement à Conakry afin de l'annoncer au président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis septembre 2021. Un coup sévère pour la Guinée qui intervient en marge des multiples sanctions financières et diplomatiques imposées par la CEDEAO lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Depuis son attribution de la compétition en 2014, l'organisation de cette coupe s'annonçait comme un défi majeur pour le pays, en particulier après l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, qui en avait fait une priorité d'intérêt national. Le président de la CAF avait indiqué le manque d'infrastructures sportives dans le pays comme cause principale de ce retrait, empêchant ainsi le déroulement d'un événement sportif de cette envergure à Conakry. Ce nouveau contretemps pour la compétition ouvre néanmoins la candidature aux autres États africains, dont l'Algérie et le Sénégal. Patrice Motsepe avait déclaré l'intérêt d'une dizaine de pays pour la reprise du flambeau de l'organisation de cette CAN 2025.
Et avec cette nouvelle donne, l'organisation de la CAN 2025 pourrait revenir à l'Algérie qui a déposé sa candidature. Dans ce sens, l'Algérie, pays hôte du prochain CHAN, est désormais fixée sur ses adversaires lors de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Faisal Salah. Alger est à nouveau la capitale du football africain. Rendez-vous 1er octobre, l'événement tirage au sort du CHAN Algérie 2022. Tapis rouge, Star Kedifil, Flash, zone mixte, des stars du football africain Kidiaba Majer, Fergani Belloumi. Le président de la Confédération africaine côte à côte avec le président de la FAF. Avant 19h, ça parle Coupe d'Afrique 2025 au micro d'Al24. About hosting the CAN 2025 and I'm encouraging it. Une fois à la salle, le trophée du CHAN a suscité quelques convoitises des 18 entraîneurs présents. 18 nations prendront part pour la première fois au CHAN Algérie 2022, dont juste 4 nations ont remporté le trophée. 2 fois le Congo 2009 et 2016, le Maroc 2018 et 2020, la Tunisie en 2011 et la Libye en 2014. Le président de la fédération algérienne, Jahid Sfizef, annonce officiellement la candidature d'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Place aux choses sérieuses. Bouguerra, accompagné de tout son staff, attendront le tirage. Djabou, Mustafa Kerrar, Emmanuel Badou procèdent. 4 stades pour le tournoi. Berraki, Constantine, Annaba et Miloud Hetfi. Les équipes ont été scindées en 3 groupes de 4 et 2 groupes de 3. Les 2 premiers des groupes A, B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale. Lors de la 7e édition, l'Algérie évoluera dans le groupe A. Un groupe pas si facile, déjà un derby maghrébin à Berraki. Les Fennecs affronteront la Libye, champion en 2014, et puis l'Éthiopie, qui est une équipe redoutable, qui a arraché son billet de qualification face au Rwanda à Kigali. Le dernier adversaire des Verts est le Mozambique, 2e participation au CHAN. La 7e édition du CHAN sera-t-elle la meilleure ? Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.